Avant de démarrer ce chapitre, il est important de rappeler l'importance de la comptabilité pour un investisseur et de contextualiser l'utilisation d'informations comptables et financières. La comptabilité est le langage des affaires. La finance et la comptabilité sont fortement liées, en tout cas pour les personnes qui s'intéressent à l'investissement, par opposition au trading. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. La différence est grande entre l'investissement et le trading, notamment en ce qui concerne 1. L'horizon d'investissement, c'est-à-dire la durée d'investissement dans les actifs sélectionnés. 2. Les méthodes et outils d'analyse utilisés. 3. Le niveau de prise de risque. La philosophie et leur stratégie sont très différentes pour atteindre a priori un même but, à savoir créer de la valeur, générer des profits, accroître son capital à travers les marchés financiers. Dès lors, quelle différence y a-t-il entre le trading et l'investissement? Commençons par le trading. Les traders ont une vision à court terme, voire à très court terme. Cela signifie que les traders achètent et vendent des titres sur une période qui peut se situer sur quelques jours, un jour, on parle alors de day trading, voire quelques heures, voire même quelques minutes. Cela peut aussi représenter des durées de détention des titres de quelques dizaines de secondes pour le trading à haute fréquence dont les ordres de bourse sont donnés par des algorithmes informatiques. Les outils utilisés pour le trading sont des graphiques à analyser, charts en anglais. On parle alors d'analyse technique. En fonction de la variation des cours et de nombreux indicateurs, cela donne une information que le trader va interpréter comme un signal d'achat ou de vente. L'objectif est de profiter d'une variation du titre pendant une courte période, la variation du titre étant appelée la volatilité. Il faut donc qu'il y ait de la volatilité pour générer des plus-values. Or, la volatilité est aussi un indicateur de risque, valable tant pour le trading que l'investissement. Mais cela signifie que les traders doivent prendre des risques très grands sur une courte période pour générer des profits. De plus, pour générer des profits, en plus de prendre des risques, il est indispensable d'avoir un capital assez important. Or, la plupart des débutants n'ont pas de capital suffisant à investir. Bien entendu, il existe des solutions pour contourner le manque de capitaux initiaux, comme par exemple avec l'utilisation de CFD, Contract for Difference, un instrument financier dérivé. Voici une définition du contrat de différence présentée sur le site de la banque en ligne Swissquote. Les contrats sur différence, CFD, représentent un instrument pratique pour bénéficier des mouvements baissiers ou haussiers de différents actifs sous-jacents sans qu'il soit nécessaire de les posséder. Les CFD utilisent également l'effet de levier, permettant aux investisseurs d'ouvrir des positions avec des exigences de capital peu contraignantes. Cela signifie qu'il faut apporter les fonds nécessaires pour payer la différence réalisée entre la valeur d'achat et de vente sans être propriétaire du titre. Le problème ne se situe pas au niveau de la détention du titre ou pas, il se situe plutôt au niveau du cas où le trader n'est pas allé dans le bon sens par rapport au marché, qu'il est spéculé à la hausse ou à la baisse, ce dernier étant appelé short selling. Dans ce cas, un appel de marge sera effectué sur le compte du trader, c'est-à-dire que le trader devra apporter des capitaux supplémentaires pour couvrir la différence négative générée par la variation du cours du titre sous-jacent. L'effet de levier permet d'emprunter pour acheter et vendre des titres ou des instruments dérivés. Par exemple, le trader apporte 10 000 francs suisses, euros ou dollars et peut trader l'équivalent de 100 000 francs suisses, euros ou dollars, donc avec un emprunt de 90 000. Ce serait une situation avec un levier de 10. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study, vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Pour résumer, certes, le trading peut apporter des résultats intéressants et rapides, mais cela reste globalement une approche spéculative, donc très risquée. Cela demande une attention intense et constante et génère un important stress qu'il faut pouvoir gérer sur la durée. De plus, cela a un fort effet addictif également et s'apparente plus à un casino géant et ininterrompu selon les marchés que vous choisissez de traiter, comme le Forex, Foreign Exchange, c'est-à-dire le marché d'échange. Il est tentant de consulter son portefeuille en permanence, jour et nuit. Ce n'est donc pas indiqué pour tout le monde. Les investisseurs, quant à eux, ont une vision à moyen et long terme, sur plusieurs années pour la sélection d'une action d'une société, voire plusieurs dizaines d'années dans le cadre de la gestion de leur portefeuille global, de leur fortune mobilière globale.
C'est une construction patiente et avec une gestion des risques plus prudente qui se base sur une analyse dite fondamentale, par opposition à l'analyse technique. L'investissement présente l'avantage de ne pas constamment surveiller son portefeuille et devoir faire des adaptations rapides quotidiennes. Cela permet donc une gestion plus sereine de son portefeuille avec des résultats intéressants à moyen et long terme, notamment avec les effets cumulés de par le réinvestissement des revenus générés, par les plus-values générées par les ventes de titres par exemple, ou encore à travers l'encaissement de dividendes, c'est-à-dire des bénéfices distribués par l'entreprise dont vous détenez le titre pour le cas d'une action. L'investisseur, par rapport au trader, utilisera les méthodes liées à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale s'intéresse intrinsèquement à l'entreprise avec les produits ou services qu'elle offre, son environnement macro, c'est-à-dire les grandes tendances qui vont influencer son développement, par exemple l'impact de la situation économique, les progrès technologiques, le contexte politico-légal, les enjeux écologiques, les évolutions socio-culturelles. C'est une approche beaucoup plus holistique, complète, qui dépasse uniquement l'aspect financier, mais inclut des éléments de gestion d'entreprise tels que le marketing, l'économie politique, le management. Il est donc essentiel d'avoir des notions d'économie, de stratégie et de marketing. En effet, des informations qualitatives et quantitatives peuvent être extraites d'études de marché réalisées par la fonction marketing. Cela inclut notamment la taille du marché, la croissance potentielle sur différents segments de marché, les cycles de vie des produits, la concurrence, les stratégies de prix, les enquêtes de satisfaction du produit, la perception de la marque dans l'esprit des consommateurs, ce qu'on appelle le positionnement, etc. L'analyse fondamentale inclut donc des informations qualitatives, quantitatives, qui se basent sur ces différents domaines, mais surtout sur les états financiers, autrement dit sur les comptes, la comptabilité d'une société. C'est pourquoi il est capital de comprendre des aspects comptables pour devenir un bon investisseur, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce chapitre. Dans le cadre de ce cours de finance de marché, nous vous recommandons donc de suivre aussi notre module d'introduction à l'économie politique, ainsi qu'un module de marketing qui est composé de marketing stratégique et opérationnel. L'idéal serait aussi de suivre un cours de comptabilité pour comprendre de façon approfondie ce qu'est un actif, un passif, une charge, un produit, un amortissement, une réserve, les indicateurs financiers, etc. À la suite de cette longue introduction, nous allons passer maintenant au deuxième chapitre du premier module dédié aux classes d'actifs. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble les principales normes utilisées en comptabilité. Cela concerne en particulier les entreprises publiques, donc cotées en bourse, qui ont des principes comptables à respecter en termes de valorisation des postes du bilan de ces sociétés notamment. De plus, les entreprises publiques sont tenues de publier leurs comptes, donc vous pourrez accéder à la comptabilité de ces entreprises afin de les analyser, l'accès aux informations comptables étant essentiel pour analyser les entreprises dans lesquelles vous allez investir ou pas. La première norme comptable à laquelle nous allons nous intéresser est une norme américaine, US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Ces principes ont été émis par le Financial Accounting Standards Board. Tout cela est lié à la SEC, Security Exchange Commission, qui est la commission de contrôle pour ce qui est des instruments cotés à la bourse. Le résultat final d'une appréciation ou évaluation comptable par l'auditeur dira si l'ensemble des états financiers est conforme ou non. À ce moment-là, on parle de Unqualified Opinion. Il y a aussi, depuis quelques années, une appréciation à donner par rapport au système de contrôle interne lié à l'information comptable, ce qui n'est pas la même base pour la deuxième norme internationale la plus importante qui est la norme IFRS, International Financial Reporting Standards. Comme on le voit, celui-ci est appliqué dans plus de 125 pays et donc permet à des groupes internationaux d'utiliser un système comptable commun. Qui dit système comptable commun dit appréciation qui sera sur une même base pour de très nombreux groupes internationaux. Il y a tout un système de gouvernance lié à ces standards qui fait qu'ils évoluent à un certain rythme. Maintenant, depuis 2005, pour la Suisse, les groupes globaux doivent soit utiliser IFRS, soit utiliser US GAAP. Maintenant, le principe de base de la comptabilité, c'est d'un côté le balance sheet qui est constitué du côté gauche des actifs et du côté droit le passif, les liabilities, ainsi que l'equity, les capitaux propres essentiellement, ou plutôt la valeur du livre de l'entreprise, the book value of the company. Plus en détail et de manière simplifiée, du côté des actifs, nous avons les current assets qui répertorient les actifs à plus court terme de diverses sortes, c'est-à-dire du cash jusqu'aux inventaires. Évidemment,
quand on parle d'inventaire, on parle de produits qui ne sont pas immédiatement vendus. Il peut aussi y avoir des rectifications de valeur de l'inventaire par exemple. Après les assets, les actifs à plus court terme, c'est-à-dire jusqu'à 1 an, on trouve les actifs à plus long terme qui comprennent notamment les investissements fixes comme une fabrique. Celles-ci vont être dépréciées avec le temps. Il y a aussi d'autres actifs dits intangibles, comme la propriété intellectuelle qui a elle aussi une valeur, par exemple la marque ou un brevet qui servira à protéger une invention, comme un produit ou un processus de fabrication. Ces actifs vont être totalisés, ce qui donnera la valeur totale des actifs. Cette valeur totale des actifs doit être égale à l'ensemble du passif plus l'equity. Cette relation de base fondamentale doit se retrouver à chaque fois. Ce qui fait que les assets nets sont l'ensemble des assets moins l'ensemble des passifs. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. En plus du balance sheet, on a l'income statement, le compte de résultat. Le compte de résultat, encore appelé compte de pertes et profits, présente les produits, revenus, et les charges, dépenses, dont la différence donne un bénéfice ou une perte. Comme on le voit sur cet exemple, il y a les revenus qui sont top line, donc la toute première ligne. De ce chiffre d'affaires, on va déduire l'ensemble des frais avec typiquement le cost of goods sold, prix de revient des marchandises vendues, donc le montant du coût des produits qui seront vendus avec d'autres coûts fixes comme les salaires ou les loyers à payer. On retrouve là-dedans aussi les amortissements et dépréciations qui passeront directement par pertes et profits, ainsi que les intérêts à payer sur la dette. De ce gain net, on va déduire après les impôts pour obtenir le vrai net income, c'est-à-dire les gains nets effectifs. Maintenant, selon IFRS et sur la base du compte de résultat, il y a les mesures suivantes qui peuvent être déterminées. On a le gross profit qui est tout simplement la différence entre les ventes nettes, c'est-à-dire les ventes effectivement réalisées, moins le coût des produits vendus, the cost of goods sold. Sur la base de ce gross profit, donc de cette marge de base, on en déduit les frais de vente, les frais administratifs, plus les autres frais liés aux opérations dites normales. On travaille sur un résultat opérationnel sur la base de mesures comptables. Ainsi, si l'on déduit les intérêts, on obtient le résultat avant les impôts. On en déduit les impôts et on a le résultat net qui correspond au résultat net comptable. Après les composantes bilan, compte de résultat, nous avons un troisième élément comptable qui est le cash flow statement. On va mettre en évidence sur la comptabilité tout ce qui est élément cash, donc les transactions liées à du cash. Une dépréciation n'est pas du cash, donc ça ne rentrera pas dans ce cadre-là. Maintenant, les trois dimensions du cash flow sont le cash flow opérationnel, CFO, le cash flow d'investissement, le CFI, et la dernière composante, le cash flow de financement. Évidemment, le cash flow de financement aura trait au montant lié aux actions émises et lié aux obligations émises par l'entreprise. Maintenant, si on se base sur le cash flow opérationnel par la méthode dite directe, ça veut dire que l'on passe du cash flow des activités opérationnelles au résultat du net cash flow opérationnel. La méthode indirecte part du résultat net. Si on part de cette méthode directe, on a les cash flows qui viennent tout simplement de transactions avec les clients, donc le cash flow reçu de la part des clients. Maintenant, il y a le cash flow effectivement payé aux fournisseurs et aux employés en termes de salaire, ce qui donne un cash flow généré des activités opérationnelles. Il y a d'autres cash flows qui ne sont pas directement liés aux opérations, mais qui permettent de financer ces opérations. Ce sont les intérêts payés sur les obligations ou sur la dette émise par l'entreprise. La catégorisation en tant que cash flow opérationnel dépendra quand même du standard utilisé. C'est l'une des difficultés. C'est ce qui fait la différence entre l'application de tel ou tel système comptable. Autre cash flow qui aura de toute façon lieu à partir du moment où il y a un certain profit, c'est le cash flow pour les impôts, qui doit être aussi déduit. On l'obtient après le résultat de cash flow dit opérationnel. Maintenant, si on parle de accounts receivable. Dans accounts receivable, on a les ventes moins celles qui sont faites sous forme de cash, donc ce sont les ventes faites à crédit. C'est un montant que l'on va recevoir quand le crédit sera remboursé par le client. Ce qui nous intéresse dans ce cash flow statement, c'est ce qui s'est passé durant l'année, donc les changements de cet état de cash flow receivable, qui est un élément du bilan du côté des actifs.
Donc le changement dans ce compte d'actifs donnera le niveau d'activité qu'il y aura eu en termes de vente à crédit durant l'année. Le cash flows lié aux investissements. Un exemple est l'achat d'une autre entreprise payée sous forme de cash par exemple. Maintenant, il y a aussi l'achat et la vente d'actifs intangibles, comme l'achat de marques ou de propriétés intellectuelles. Autre élément d'activité d'investissement, l'achat ou la vente de fabriques, de terrains, liés à des actifs à long terme qui servent aux opérations de l'entreprise. Il y a aussi, et là ça devient un peu plus spécifique, les cash-in et outflows liés aux activités avec, d'un côté, les succursales, de l'autre côté, les joint ventures avec d'autres entreprises. Maintenant, la troisième composante, les cash flows liés au financement. Comme nous l'avons dit avant, il y a par exemple l'émission de nouvelles actions, mais aussi, ce qui est très populaire aux États-Unis, le rachat de ses propres actions qui seront après détruites. Du fait qu'il y a moins d'actions émises par l'entreprise, les profits seront donc répartis sur un nombre plus limité d'actions, d'où aussi cette poussée vers le haut des prix des actions par justement ces exercices de rachat d'actions. Après, il y a le financement par la dette. Si une nouvelle dette est émise, il va y avoir un cash inflow pour l'entreprise. L'entreprise reçoit du financement par le fait qu'elle émet une obligation. Plus tard, elle devra rembourser cette obligation. À ce moment-là, ce sont les investisseurs en obligations qui reçoivent le montant qu'ils ont procuré à l'entreprise au début. Quand l'entreprise repaye son obligation, quand celle-ci arrive à terme, il y a un cash outflow en faveur des investisseurs d'obligations.